Alors, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Alors, bienvenue à notre 5e mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles de la saison 2022-2023. Alors, je me présente, je m'appelle Mario Lucier, je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois, je pense qu'il y a quelques personnes qui sont ici pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Et je souhaite également la bienvenue aux gens qui sont sur Zoom à distance. Alors, je vous salue. Nous avons un défi technologique ce soir. Alors, on va essayer que ça fonctionne très bien pour vous à distance. Sinon, pour les gens dans la salle, là, ça va très bien fonctionner, bien sûr. Alors, on souhaite la bienvenue à tout le monde et aux gens aussi qui nous écouteront sur YouTube lorsque le montage de la présentation sera réalisé éventuellement. Vous pourrez nous réécouter autant de fois que vous le désirez. Je salue la présence de collègues du conseil d'administration de la Société d'histoire. Alors, d'abord, Denis Paul dans la salle, qui est notre vice-président, Francine Trudel, qui est notre secrétaire. On a Hugo Chouinard, qui se jouque à la techno dans la lucarne du couvent. Et à la maison, on a peut-être Lisette Godbout, Céline Durand, qui est peut-être là aussi, je ne sais pas. Et on a Alfred Martel, qui est toujours avec nous aussi, là, ici, à ma droite. Alors, on est bien content de vous voir. Ce soir, j'allais dire, j'avais parlé comme je fais le jour au cégep, là, parce que ceux qui ne savent pas, je suis prof de cégep dans la vraie vie. J'enseigne l'histoire. Alors, j'allais dire, on va faire un atelier technique ce soir, en fait, un atelier pratique. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter pour m'arrêter si jamais vous trouvez que je vais trop vite ou que ce n'est pas clair pour vous. Ce que je vais vous montrer ce soir, d'abord, je vous invite à comprendre le principe. Puis ensuite, techniquement, si vous avez des soucis, des besoins de votre côté pour éclairer la démarche qu'on va faire ce soir, il ne faut vraiment pas se gêner pour demander de l'aide. On est entre autres là pour ça à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, je veux juste rappeler qu'on a également, on a dépassé les 100 mercredis de l'histoire à la Haute-Saint-Charles depuis notre premier en 2009. Alors, à l'époque où j'étais dans la trentaine. Alors, ça fait plus de 100 fois qu'on se réunit. Puis là, maintenant, il y a la version à distance et tout ça, là, pour discuter d'histoire locale. Alors, nous, c'est ce qu'on fait ici à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. On ne discute que d'histoire locale, ce qui est essentiellement un atout exceptionnel pour nos membres, vous, mais aussi pour la connaissance globale de l'histoire de notre territoire. Voilà. Le premier, on était genre 8, premier mercredi de l'histoire. Les 7 membres du conseil d'administration plus une autre personne. Puis avant la pandémie, là, on remplissait la salle à 100 personnes. Puis là, on peut nous voir éternellement sur YouTube lorsqu'on fait le montage et qu'on enregistre. Alors, le principe, c'est le suivant, c'est qu'on échange, on partage, puis vous allez peut-être poser des questions, et quand vous allez les poser, je vais les répéter fort, parce qu'il y a juste moi qui ai un micro et qu'on peut entendre dans ma machine. Alors, si vous posez des questions, je vais répéter un peu comme un robot votre question pour nous assurer que les gens à la maison puissent comprendre le mieux possible. Bon, j'avais monté ce soir une présentation PowerPoint, puis après avoir présenté la première diapositive, je vais décrocher de cette présentation PowerPoint-là, parce qu'essentiellement, ce que je faisais dans mes diapositives, c'est que je vous amenais vers des liens autres. Alors, pour ne pas étourdir et passer d'une présentation PowerPoint à une page Internet, là, vous étourdir sans arrêt, bien, je vais rapidement quitter la présentation PowerPoint et aller à l'essentiel. Essentiellement, ce soir, ce que je vais te montrer comment faire, c'est de réussir à faire ce qu'on appelle une chaîne de titres. C'est quoi une chaîne de titres? C'est de faire le lien entre les propriétaires actuels d'une maison et les propriétaires antérieurs dans le temps. Essentiellement, il y a moyen de faire ça relativement efficacement. Évidemment, vous devinerez qu'il y aura plein de problèmes là, dans la construction de cette démarche-là qu'on va rencontrer.
Si c'était toujours facile, ça serait plate, bien sûr. Alors, je vais essayer de vous montrer comment on procède pour être capable de faire ces recherches-là, peu importe le terrain qu'on va chercher. Bon, ce soir, j'ai des exemples là, dans le secteur qu'on connaît un peu plus, mais j'ai laissé aussi, là, dépendant du temps qu'on va prendre, là, une petite période pour me lancer dans le vide à la fin. Là. Ça me fait un peu peur, je dois avouer. Où là, je vais questionner la salle, puis on va essayer quelque chose ensemble pour le plaisir. Hein? Puis si ça ne fonctionne pas, là, c'est la trappe qui roule, puis moi qui tombe dedans. Alors, bien voilà. Essentiellement, c'est ça. Et comment ça se fait, ça, qu'on fait ça? Comment c'est possible? Essentiellement, c'est si vous avez déjà acheté ou vendu une maison, vous savez que vous faites affaire généralement avec un notaire, que ce notaire-là rédige un acte de vente ou un acte d'achat, un acte de vente, là, qui est un achat dépendant où tu es assis dans le bureau du notaire, on se comprend? Et dans cet acte-là, les notaires ont eu la superbe idée un jour dans la vie de dire que le vendeur possède la terre qu'il vend parce qu'il l'a acquise, la terre, de telle personne, telle année, telle date, devant tel autre notaire. N'est-ce pas merveilleux? Alors, généralement, je dis généralement, les notaires font ça. Ce qui nous donne beaucoup d'outils à nous en histoire pour pouvoir reculer dans les titres pour pouvoir comprendre qui était le propriétaire de ta maison. Et ces documents-là sont publics. Nous pouvons les consulter sur un site Internet qui s'appelle le site du Registre foncier du Québec, où on peut consulter, dépendant du lot qu'on cherche, tous les actes qui ont influencé la propriété d'un lot, que ce soit un acte de vente, une donation, un testament, une hypothèque, une servitude, n'importe quoi, n'importe quel acte qui va affecter la propriété d'un immeuble, d'un lot, bien, ça va être enregistré sur le site dont je vous parle, qui s'appelle le Registre foncier du Québec. Bon, ça, c'est la première chose qu'il faut que tu comprennes. J'espère que je ne t'ai pas trop perdu jusqu'à maintenant. Je te l'ai dit, lève la main si tu as besoin. D'accord? Ça, ici, dans le territoire qui nous occupe à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, ben, le territoire, c'est couvert par ce qu'on appelle un cadastre. Essentiellement, on va construire une carte en numérotant les lots en 1873. Hein? Précisément dans le temps, là, on prend une photo. On ne prend pas une photo pour vrai, concentrez-vous. Hein? On prend une photo aérienne du territoire. Donc, on trace sur un grand plan les limites à l'échelle de chaque immeuble. Puis après ça, on les numérote de 1 à jusqu'à temps qu'on en a besoin. Mais là, tu devineras qu'il va y avoir un premier problème qui va se poser. C'est que Jean-Paul, qui veut vendre une partie de son lot à ses 3 enfants, qu'est-ce qui arrive? Alors, le lot principal va se diviser. Alors, ça, c'est la première problématique à laquelle on va rencontrer. Tu comprends bien la réalité. Et ça se fait de 1873 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a pris le territoire qui s'appelle Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, d'accord? Et le cadastre va porter le même nom, le cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, d'accord? Puis on va numéroter de 1 à dans les 4 chiffres, là, dans les 1000 quelque chose, d'accord? Et on va enregistrer sur une feuille qu'on appelle un index des immeubles toutes les transactions dont je vous ai parlé sur le dit lot. D'accord? On va rénover le cadastre ici. Principalement, on va le rénover en 1951 à Loretteville. En 1951, là, on va renuméroter pour prendre une nouvelle photo à jour. Hein, on était quoi, 75 ans plus tard à peu près? On prend une nouvelle photo à jour en 1951. C'est là qu'on vient, par exemple, le lot 616, ça c'est chez nous. Hein? Ben là, 616, il y avait eu un paquet de transactions avec un paquet de monde qui n'était pas nécessairement lié. C'est là qu'on va numéroter -1, -2, -3, -4. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. D'accord?
C'est là qu'on va faire cette règle. Puis là, ça va se subdiviser jusqu'au au début du 21e siècle, où là, on va donner des numéros, 1 million, puis on va renuméroter éventuellement s'il y a des changements majeurs sur un dit lot. Comme par exemple, chez nous, on a acheté un bout de terrain en arrière, donc on a renuméroté. Hein, c'est passé de lot 1 million, je ne sais plus quoi, à 5 millions, je ne sais plus quoi, parce que c'est une nouvelle réalité. Bon, ça, c'est le principe général. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Donc, jusqu'en 1873, quand on recule, il y a 150 ans, on retrouve tous les actes enregistrés. C'est facile. D'accord? Jusqu'en 1873. Mais les notaires avaient déjà l'habitude d'écrire « possède le lot puisqu'il en a hérité de ses pères et mères à la suite d'une donation entre vifs le 3 juillet 1824, enregistré devant le 3 juillet 1864, enregistré devant Jean-Baptiste Delage, notaire. Minute, numéro 1253, à aller consulter. Alors, tu peux reculer comme ça jusqu'à temps que les notaires soient sympathiques et mentionnent le titre antérieur. D'accord? Des fois, ça va très bien. Souvent, non. Pour plusieurs raisons. D'accord? Parce qu'on partait d'un très gros lot qui a été subdivisé plein de fois, etc. Il y a plein d'affaires. Ou bien parce qu'on rencontre un notaire qui mentionne que la transaction a été faite et qu'elle résulte de bons titres. Hein? Le propriétaire vend puisqu'il il possédait le terrain et il avait de bons titres. D'accord? Ça m'est arrivé, je vous donnerai l'exemple un peu plus tard. Alors, on va se construire un exemple, d'accord, qui est déjà préparé. Je vais te montrer comment on fait. La première chose qu'on veut savoir, c'est qui est propriétaire de la maison actuellement, d'une maison que je cherche, puis je cherche une maison de même par hasard. Alors là, je vais aller là, Hugo, c'est là que ça devient sensible pour l'aspect technologique, là. Je vais sortir de mon PowerPoint pour ne plus y retourner. Et je vais aller dans mes... Ah, ici. Ah, je me suis promené dans la rue Lessard à Loretteville. Par hasard. C'est donc. Et cette maison ici, que je ne connaissais pas, ben, que je connais parce que j'ai pris des marches de vent dans ma vie un jour, puis a priori, c'est une maison mansardée qui doit dater de quelque part à partir de 1860 jusqu'à vers 1920 maximum. Mansardée 4 personnes, belle maison. Me dit, ah, elle m'intéresse. Je souhaiterais en savoir plus sur cette maison. Première chose que je dois faire, c'est que je dois savoir quelle est l'adresse de cette maison. Alors ici, j'ai grossi, tu vois bien, ou non? C'est le 44 de la rue Lessard. C'est souvent flouté sur Google Maps. Mais si tu marches dans la rue, a priori, si c'est flouté, mets tes lunettes, ça devrait bien aller. Alors donc, ici, il y a une question de Hugo. Ah, ouais, c'est ça. Donc, Hugo nous dit qu'on peut voir les numéros quand on n'est pas en mode Street View. Donc, c'est facile de chercher en cherchant l'adresse comme ça, en marchant dans la rue, ou en quelqu'un qui te dit « J'aimerais connaître l'histoire de ma maison, l'adresse, c'est ta. » Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Ça, c'est partout au Québec. Hein? Là, je vais te donner l'exemple de la ville de Québec, mais c'est partout comme ça au Québec. D'accord? Deuxième chose, l'adresse, là, elle ne me dit pas grand-chose pour commencer mes démarches. Ce dont j'ai besoin, moi, c'est le numéro du lot. D'accord? Le lot en question que je cherche, c'est un numéro provincial aujourd'hui, d'accord? D'où le million, là. C'est un numéro provincial, puis c'est avec celui-là que je vais être en mesure d'aller chercher d'abord les propriétaires actuels et de retourner en arrière et éventuellement faire une correspondance avec un lot ancien pour pouvoir bien chercher. Donc, 44 rue Lessard à Loretteville. Alors, évidemment, mon deuxième outil
après avoir pris une marche ou regardé une adresse sur Google Maps. Mon deuxième outil, c'est d'aller voir la carte interactive de la Ville de Québec. Donc, la Ville de Québec a une carte, là, je la grossis, la carte interactive de la Ville de Québec. Donc, tu vois des noms de rues, boulevard Valcartier, rue Racine, rue des Dames-Ursulines. Et chacun des lots est identifié d'abord par adresse. Alors, moi, je m'intéresse au 44 de la rue Lessard et je te rappelle que tout ça est public. Hein? On peut même aller voir combien chacun paye de taxes foncières dans chacune des résidences un peu partout. Si vous avez beaucoup, beaucoup de temps dans la vie, c'est le genre d'activité que vous pouvez faire. Mais en tout cas, c'est ça. Des fois, on est curieux. Hein? La science passe par la curiosité. Hein? La carte interactive de la Ville de Québec. Alors, moi, j'ai déjà ciblé ici le 44 de la rue Lessard et tu vois, il y a des petites icônes dans le bas. Une loupe, une voiture, un petit papier, puis une poubelle. Tu peux savoir quand les poubelles passent. Demain, chez nous, un bac. Bac d'évidence. Tu peux savoir plein d'autres affaires, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la petite fiche ici. Alors, je clique dessus. Ah, et là, m'apparaît le rôle d'évaluation du 44 de la rue Lessard. Ici, là, tu vois bien, à Québec. Et là, je descends un peu. Et là, ce qui m'intéresse, moi, dans ces premières salutations à Isabelle Jonca, si elle nous écoute, qui est propriétaire de la maison que je ne connais pas. Là. Je suis allé au hasard, j'avoue, OK? Alors, l'adresse 44 Lessard, l'arrondissement. Et là, tac, le numéro de l'eau. 110 079, 1 107 905, on va dire comme il faut. Ça, c'est le numéro. C'est là que j'ouvre le coffre. C'est la clé qui me permet d'ouvrir le coffre. Ça va? Parfait. Alors, tu noté ça, moi, ce lot-là, ce numéro-là? Hein, il y a des personnes qui ont un papier. Vous allez me le garder en note, monsieur? C'est bon, 110 119,05. OK. Parfait. Alors, ça me permet de rentrer dans mon outil. Je t'en ai parlé tantôt, ça s'appelle le Registre foncier du Québec. Hein? Le bureau d'enregistrement, là. Hein? Certains ont connu ça, là, qui se déplaçait là, physiquement pour aller enregistrer. Il y a un notaire honoraire dans la salle. Là. Vous êtes-vous déplacé physiquement? Vous, notaire honoraire, souvent, Maître M. Savard, Vincent, ex-notaire, faisait ce travail-là au 20e siècle. Au 21e aussi. Bien. Alors, aujourd'hui, on ne se déplacera pas, mais on va y aller dans le bureau d'enregistrement pour voir les titres en question. Vous avez une question? Je vais la répéter comme un robot après pour le... Je croirais que oui, pour avoir cherché dans plusieurs villes. Je pense que toutes les villes que j'ai cherchées, en tout cas, avaient une carte interactive. Je l'ai fait personnellement pour une maison que j'ai en dehors de la ville de Québec. Puis c'est une petite ville, là, puis ils ont une carte interactive avec les mêmes informations, dont le numéro de l'eau. Je pense que c'est relativement facile de trouver en ligne cette information, peu importe où on se trouve au Québec. Vous avez une question de la part de Hugo? Oui, c'est ça. On a juste à écrire carte interactive, la ville en question, puis on trouve facilement un outil comme celui que je vous ai montré. Oui, exact. Donc, on peut communiquer avec la ville aussi, là, même par téléphone, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est relativement facile à trouver. Mais ça, comme je l'ai dit, le numéro de l'eau, c'est la clé qui nous ouvre la porte du trésor qui s'appelle le registre foncier. Alors là, je vais aller dans le registre foncier du Québec. Ça, c'est un outil essentiel. Ça, registre foncier du Québec, tu tapes ça dans Google. La première affaire qui t'apparaît, tu cliques dessus, tu l'ouvres, puis tu vas avoir accès. Je vais te montrer comment. C'est compliqué. Ça te prend une carte de crédit.
Ça va te coûter quelques piastres au départ parce que tu ne sauras pas trop comment faire. Mais bon, ultimement, c'est des taxes puis des soins de santé pour tout le monde. Fait que c'est correct. Alors, je vais te montrer comment faire. Je veux que tu comprennes le principe. Puis, si tu as des questions, éventuellement, ben, tu me les poseras. OK? Donc, Registre foncier du Québec. Là, je vais aller cliquer sur Entrée du site pour rentrer dans le site. Et moi, je vais cliquer ici sur Client qui ne possède pas de code d'utilisateur. Et là, je dois m'inscrire et entre autres inscrire mon numéro de carte de crédit. Et c'est là que ça devient un moment sensible parce que je vais devoir rentrer mon numéro de carte de crédit pour pouvoir y avoir accès. Que je vais me faire rembourser par la Société d'Histoire, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais je vais essayer de faire ça hein, pour pas que ça soit visible pour vous. Je vais faire départager. Là, j'ai départagé. Je suis sur Zoom. Puis là, je cache mon projecteur. Hein? Ouais, je sais bien. Alors là, je vais aller inscrire mon numéro de carte de crédit. Là, normalement, personne n'est supposé le voir. Je crois, Hugo. Je te fais confiance. Non. Je ne partage plus mon écran. C'est pour ça que. Ah ben là, vous ne voyez pas, là, mais moi, je me vois, en tout cas. Je me vois de dos. Je fais salut à l'écran. Ça ne sera pas là pour les gens à distance. J'ai besoin de me concentrer. Là. Je trouve ça un peu drôle. Là. Et non en même temps. Bon. Non. Ça va bien? Des fraudes, je veux savoir d'où ça vient. Alors, soumettre. Je pense que ça a fonctionné. Ah oui. Alors, on ne le voit plus. Puis là, je vais, vous ne le voyez pas, là, mais je vais choisir un montant de préautorisation. Parce que là, il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que chaque document que tu consultes te coûte 1 $. Là, tu dis une pièce, c'est pas super. Mais des fois, tu cherches de quoi, tu passes une demi-heure, puis là, finalement, ça t'a coûté 27. Tu sais? Fait qu'il faut que tu sois précis dans ce que tu fais. Mais tu sais, ton 27$ peut t'apporter beaucoup de plaisir aussi, là. Tu sais, de recherche, de documents à lire. En tout cas, oui. Alors là, je vais repartager, comme ça. Ah, là, j'ai inscrit mon numéro de carte de crédit, j'ai accès au site. Puis là, il faut que je repartage, hein, Hugo? Un petit peu. Là, je fais. Ah, ça, c'est pas en lien avec ma carte de crédit, ça? Non. Partager. Mais là, il faut que je fasse partager mon écran. Mon écran. OK. Puis là, eux autres, ils voient ça encore. Je vais le baisser. Bon, je vais juste avoir ça, là, c'est pas grave. On va dire, OK? Alors là, je suis sur la page d'accueil. Vous êtes correct, tout le monde? À distance ici. Merci d'avoir patienté. Je vous ai caché la vue de mon numéro de carte de crédit. Alors, là, je suis logué, si on veut, sur le site du Registre foncier du Québec. Puis, je vais pouvoir commencer mes recherches. D'accord? La première chose que moi, je vais faire, c'est ici le petit carré orange en haut qui s'appelle « Consulter ». La première chose que je veux consulter, moi, c'est en lien avec l'immeuble, le lot. Hein? Alors, je vais faire l'index des immeubles. D'accord? Je vais cliquer ici sur l'icône, le lien index des immeubles. Oui, mais c'est savoir qui rit, là, ça vous fait. Vous avez passé beaucoup de temps là dans votre vie. Alors, là, je suis, comme vous voyez, là, regardez bien, là, c'est très important. Je suis dans Cadastre du Québec. Cadastre du Québec, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas le vieux cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de Jeune-Lorette. C'est aujourd'hui. Alors là, je vais inscrire pour le 44 de la rue Lessard. Vous me suivez? Le numéro du lot qu'on a noté ici, Alain Champagne a noté.
110, ouais, c'est ça. Donc, j'ai inscrit numéro de lot. C'est écrit dans la catégorie numéro de lot. Bon, vous me suivez? Je fais soumettre. Et là, une pièce. Confirmé. Une pièce, confirmé, oui, confirmé. C'est beau. Ouais, 3 minutes, mais. Alors là, sympathiquement, je salue les gens ici dont on voit les noms. Alors, la dame Jonca, qui était propriétaire sur le site, je rappelle que c'est public, là. La dame Jonca, qui était propriétaire sur le site de la Ville de Québec, on voit toujours son nom ici. Puis là, il y a une série de transactions, des ventes, hypothèques, etc., etc. Honnêtement, quand moi, je fais des recherches historiques, le très actuel m'intéresse plus ou moins. D'accord? Moi, je veux aller antérieurement à ça. D'accord? Alors, vous voyez ici, là, qu'il y a une petite section qui est écrite « Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures au 24 février 2003 ». Alors, je vais aller cliquer là-dessus parce que c'est bien beau l'hypothèque, puis le montant payé, puis tout ça. Là, il y a un petit truc ici aussi, là. Il y a une section ici qui s'appelle « Section numérisée seulement ». Donc, on voit les transactions qui ont eu lieu, je vais grossir, ou qui n'ont pas eu lieu, antérieurement sur ce dit lot. D'accord? Ça va? Vous me suivez? Il n'y a pas eu de transaction antérieurement en 2003. Mais, il y a une information capitale qu'on trouve ici. Si vous avez bon œil, vous allez voir la concordance avec le lot sur lequel le titre s'exerçait. Dans la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, le numéro 654-7. Bon, là, déjà, on comprend qu'on est dans le trouble parce qu'il y a un -7. Hein? Fait que ça, je retiens, j'ai ceux-là. Je n'ai pas besoin qu'on les note. Alors, moi, je vais aller consulter l'index aux immeubles du lot 654-7 qui date de 1951 vers nous. Vous me suivez? Super. J'ai peur, là, ce soir, un peu, je dois avouer. Hein? Je regarde index aux immeubles. Je clique dessus. Et là, je vais changer mon cadastre. Je ne veux plus aller dans le cadastre du Québec, moi. Je veux aller dans le cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Donc, je vais changer d'abord la circonscription foncière pour choisir la région de Québec. Vous voyez ici, je suis dans la région de Québec. Je clique sur Québec. Et dans la région de Québec, il y a plusieurs cadastres. L'Ancienne-Lorette, Charlebourg, Sainte-Foy, Cap-Rouge, blablabla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui s'appelle Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Alors, je vais descendre ici pour le retrouver. Vous le voyez là? Tu sais, quand je te dis, tu te connectes une fois, là, ça t'a coûté 27$, pour réussir à faire ça, sans que ça te coûte 27$, ça te prend quelques fois, là. OK? J'en suis le meilleur exemple. Il est dans le trouble. Ça lui coûte cher. Alors là, je suis dans le cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, circonscription foncière de Québec. Et là, le lot qui m'intéresse, c'est le 654-7. D'accord? Mais moi, mon instinct me dit hein, que c'est une subdivision du 654. Fait que tantôt, on va aussi aller voir dans le 654 parce que mon sentiment me dit que le 654 ne me donnera pas assez de ce que je veux. Parce que je sais que le -7, il apparaît en 1951. C'est hein? C'est étonnant. Alors là, je vais aller soumettre une pièce. Oui, Francine Trudel a une question. Minimalement. Et ça peut continuer dans l'autre sens aussi. Puis des fois, il y a des tirets, là. Tu sais? -1, de 1 à 24, -2. Ça peut être. Tu
C'est un des pires dans le secteur ici, là, c'est le lot 673. Le lot 673, là, c'est le lot qui se situe entre Valcartier, la Chute, puis le chemin de fer. Mais en arrière des maisons. C'est la rue Saint-Amand, comment ça s'appelle? L'aréna de Loretteville, la chapelle anglicane. Ça, c'est des tirets-tirets. C'est un lot qui a été hyper subdivisé avec. Fait que là, quand tu n'es pas trop certain, tu mélanges un peu là-dedans, c'est confus. Alors là, je suis dans le lot 654-7. Puis moi, ben, je veux aller voir les trucs, les transactions antérieures au 24 février 2003. Parce qu'il n'a pas eu, je sais qu'il n'a pas eu après. Fait que je clique ici, sur les numérisés antérieurs. Et là, je tombe dans l'index aux immeubles. Il y a une seule page. Des fois, il peut y en avoir bien plus. Vous allez voir dans le 654, il y en a 8 pages. OK? Il y en a juste une. Tu vois, ben, je vais grossir un peu là, pour que tu vois mieux en faisant plus, là. Hein? Vous voyez ici que le cadastre-7 a été fait le 26 septembre 1951. Vous avez le nom des parties. Hein? Vous avez Mme Charles-Édouard Renault à Caisse populaire de Loretteville. C'est une vente. Ça a été inscrit le 11 septembre 1956 et le numéro d'enregistrement, 421-026. D'accord? Puis on indique des remarques ici. Là, on parle du montant, 1200 $. C'est le fun, c'est plaisant. Ça m'intéresse. Je voudrais aller lire ce document-là. Je peux le lire. C'est là que ça devient intéressant. D'aller lire ça. Alors, 421-026, je vais aller le chercher. Puis après ça, je vais aller chercher dans le 654, antérieur à 1951. Tu es d'accord avec moi? Vous me suivez? Je vais aller lire le 421-026, Mme Charles-Édouard Renault. Hein? Vous la connaissez, quelqu'un? Oui, Denis Paul, il la connaît. C'était le billet avant chez vous. Je sais que j'ai pris une maison. La première maison au hasard que j'avais choisie, Denis, c'était la maison chez vous. Et je vous dis, je n'apprendrai pas. Ils vont penser que c'est organisé avec le gars des vues. Mais je suis allé en face. Ah, je sais, mais je ne voulais pas rentrer dans quelqu'un qu'on connaît précisément. Alors, oui, 421-026. Alors, je retourne dans Consulter. Et là, je ne vais pas voir dans l'index aux immeubles, je vais aller voir Acte. Je clique ici. Alors, je suis toujours dans la circonscription foncière de Québec. Je suis dans l'acte et là, j'ai le numéro d'inscription. Je l'indique, je m'en suis souvenu, 421-026. Pas dessus. Excusez-moi. Voilà. Rechercher. Confirmer. Une pièce. Jusqu'à maintenant, je ne sais rien encore. Là. 3, je pense. Pas pire. Là, ça, je peux-tu tasser ça un peu? Alors, là, j'arrive sur un document hein, qui est un document notarié. Là, en 1956, le 4e jour du mois de septembre, devant Adélard-Lheureux. Adélard-Lheureux, notaire pour la province de Québec, résident, ont comparu Mme Jeanne Auclair, épouse contre. Puis là, on lit le document au complet. D'accord? Séparé de biens, ça arrivait. Blablabla. Vous avez déjà lu un acte de vente ou d'achat de maison, je pense, bien. Là, on décrit l'emplacement. Un emplacement situé à la ville de Loretteville. Formant le lot connu et désigné sur le 654-7 de la subdivision originale de 654. Voilà, là, on décrit le lot. OK? Puis là, ben, c'est ça. Là, on mentionne le prix, la clause, une clause spéciale, blablabla. Etc., 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 dépendant de la vente, du type de document. Il y a toutes sortes d'informations qu'on peut trouver à l'intérieur d'un document comme celui-là. Oui, Alfred Martel, vous avez une question?
Ici, là, télécharger. C'est un PDF, tu l'enregistres sur ton ordinateur pour ne pas avoir payé 2 fois. Parce que si tu reviens, il te fait payer une deuxième fois. Fait que dès que tu l'ouvres, tu te prépares un fichier, un dossier sur ton écran d'ordinateur, tu le nommes, tu envoies tous tes documents dedans, sinon tu payes plusieurs fois. Mais un coup, tu l'as enregistré, tu l'as pour l'éternité. D'accord? On se comprend bien. Fait que oui, tu peux l'imprimer aussi là, directement ou ultérieurement là, quand tu l'enregistres sur ton ordinateur. Donc, voilà, ça savoir, vous avez une question? Ou tu ne leur payes pas, ouais, c'est ça. Vous avez raison. Ouais. Et un autre jour, ouais, dès que tu te reconnectes, c'est tu charges une pièce. Fait que la pièce, tu sais, oh, c'est juste une pièce, mais le premier jour, ça t'a coûté 27, le deuxième, 63. Tu sais, fait que ça s'accumule, en tout cas. Oui, on a une autre question ici à l'avant que je vais répéter fort après, oui. Ben, j'oserais répondre, puis on me corrigera au besoin. Est-ce que tous les actes notariés sont accessibles? Je répondrai probablement pas, parce que si un acte n'affecte pas un immeuble, il n'est pas accessible au grand public. Une fois archivé, oui. Par exemple, les notaires Lheureux, je pense qu'ils ne sont pas encore archivés. Hein? Mais les notaires Lheureux de Loretteville avaient acheté le greffe du notaire Cyril Renaud. Le notaire Cyril Renaud, il est aux Archives nationales. On peut le lire au complet de A à Z toutes les minutes, si on veut. Donc, ça inclut tous les testaments, toutes les ventes, tout. Mais tu ne peux pas aller dans le greffe des notaires Lheureux aujourd'hui, puis aller lire pour le plaisir tous les actes. Tu peux avoir accès dans le registre foncier si c'est un acte qui affecte la possession d'un immeuble. Ben, si c'est emprunter de l'argent privément, ça affecte. C'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. Puis je pense même, vous me corrigerez, M. Savard, si je me trompe, que les testaments étaient entièrement disponibles jusqu'à relativement récemment, puis qu'aujourd'hui, c'est juste une mention d'un testament qui modifie la propriété du lot. Je ne me trompe pas en disant ça? C'est ça, c'est bon. Alors, c'est avec l'entrée en vigueur du nouveau Code civil en 2004? 2094. Bonne réponse. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, là, moi, je me souviens d'avoir cherché le testament de certains de mes ancêtres, puis je ne les trouvais pas parce qu'ils étaient locataires. Ils n'étaient pas propriétaires, puis en mourant, ben, ça n'affectait pas la possession d'un immeuble. Jusqu'à 1994, un testament va être lisible au complet. Il faut qu'il concerne l'immeuble. C'est ça. Exact. Vous avez une question de la salle? C'est Hugo Chouinard. Allez-y, Hugo. Non, non, c'est ça. C'est comme, ouais, la question d'Hugo est extrêmement pertinente. Si on ne veut pas avoir à chercher les correspondances de l'eau actuelle et tout ça, ben, par exemple, la carte du cadastre de la paroisse est en base à Jeanorette, là, on en a des copies virtuelles, puis même des copies papier, je crois bien, au local ici. À un moment donné, quand tu deviens habitué, tu sais, par exemple, qu'au sud de la Racine, c'est des lots 600, puis au nord, c'est des lots 700. Comme moi, c'est la rue Verrette. Je suis au sud de Verrette, c'est des lots 600. Au nord, c'est des lots 700. Puis là, à un moment donné, tu sais qu'ils sont en ordre. Puis là, tu peux en arriver à savoir à peu près c'est où. Je vais vous donner un exemple qui est hors du territoire d'ici. Mon père m'avait dit que son père avait acheté une terre à Saint-Jean-Baptiste de Rouville au début des années 50. Il faisait pousser de la betterave à sucre pour vendre à la raffinerie de Saint-Hilaire à côté, tu comprends bien. Je dis, c'était où? Oh! Il dit à peu près, on marchait à peu près
15-20 minutes pour se rendre à l'école, puis on passait pas loin d'un ruisseau. C'est tout ce qu'il m'a donné comme info. Ben, avec le plan du cadastre à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, il m'avait dit aussi, il y avait des tétros qui habitaient à côté. Fait que là, je les ai cherchés les lots un par un, à peu près, avec ce qu'il m'avait donné. Puis j'ai fini, après peut-être 10-12 piastres, à tomber sur le bon lot. OK? Puis là, j'ai trouvé les actes d'achat de vente de mon grand-père, puis tout ça. Puis j'ai localisé la maison après, avec la correspondance du lot plus actuel. Fait que tu sais, il y a des heures et des heures de plaisir dans ce qu'on peut faire avec ça. Et de sommes. Il y a des sommes aussi qu'on peut faire. Alors donc, voilà le premier acte en question. Bon, là, évidemment, la pauvre dame, là, je vais remonter, là, je sais que ça étourdit peut-être les gens en partage d'écran. La pauvre dame, là, Charles-Édouard, Mme Jeanne Auclair, épouse de Charles-Édouard Renault, bien, elle a vendu. Mais là, c'est pas clair le titre de propriété antérieur, etc. Mais moi, je sais que c'est dans les premières ventes du cadastre -7. Alors moi, je vais aller voir dans plus large, dans 654. Alors, je vais refaire index aux immeubles pour aller voir, consulter. Il y a une question de M. Savard? Je sais. Mais c'est parce qu'il n'avait pas. Mais ben, ouais, mais plus tard. Ben, en tout cas. Mais ça. Je savais, elle me ferait pogner. Alors, je vais aller voir dans l'index aux immeubles, le lot 654 de la paroisse. Québec, paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, numéro du lot, 654. Et là, ça va me coûter 1 pièce. Confirmé. Et là, je veux la section numérisée antérieure au 24 février 2003. Je vais cliquer dessus, la numériser seulement. Et là, attention, il y a 8 pages d'index aux immeubles, de transactions sur le lot. Et ça correspond bien sûr toutes les divisions du lot 654, mais qui n'étaient pas encore numérotées, -1, -2, -3, hein? Qui est une partie du lot 654. D'accord? C'est sûr qu'à un moment donné dans l'histoire, sûrement antérieurement à la construction du cadastre, il y avait un seul propriétaire sur le lot 654. C'est sûr et certain. D'accord? Puis la subdivision s'est construite assez rapidement, ce qui a donné la rue Lessard, tu comprends bien, avec des maisons de chaque côté. Donc. Le premier en haut, c'était le propriétaire d'origine? Ben, c'est chronologique, l'index aux immeubles, oui. Voilà, je vais grossir un peu. Et là, l'idée, c'est de vous montrer toutes les transactions qu'il y a sur le lot. Là, je suis à la première page. Je ne sais pas si vous voyez relativement bien. Je vais grossir un peu plus au besoin. Bon, je ne le trouve pas pire de même. Vous voyez là qu'on est en 1949 à la page 1. Là, on continue en 1950. Donc, il y a toutes sortes de monde que vous connaissez assurément. Là. Philippe Doré, Dame Alfred Gignac, l'Union du commerce, Antoine Parent, Louis-Philippe Doré, etc. Toutes sortes de transactions, des obligations, des ventes, etc., etc. Donc, je vais aller antérieurement pour te montrer que les transactions, là, je fais page suivante pour avoir la page antérieure. Ben, si on va sur la 8, on va avoir les premières transactions sur le lot enregistrées. Donc, pas les premières transactions officielles. Donc, vous voyez là, la quantité de transactions, c'est énorme. Là. Sur un lot comme celui-là, j'aurais pu choisir, par exemple, le lot 610. 610, c'est l'église de Loretteville. Il n'y a pas de transaction. Il y a eu 2-3 servitudes. C'était à peu près tout. Hein? Ben, ça n'a jamais été vendu. 610, l'église. Ouais, on le sait qui.
Oui, mais c'est antérieurement au bureau d'enregistrement. C'est qui déjà, Francine? Oui, Bergevin dit Langevin, je me souviens plus de son prénom. Oui, ouais, quelque chose de même. En tout cas, on en reparlera au besoin. Mais donc, on voit toutes les transactions, là. Là, on est dans les. Il y a toujours l'année ici, là, les années 40, puis on recule. Je vais te montrer en changeant les pages. Page suivante. Ça, c'est la page 3, la page 4. Puis mettons que je grossis un peu, là. Dans la page 4, est-ce que tu vois bien dans la salle un peu les noms ou pas assez? Je vais grossir un peu plus si tu veux. Donc, Étienne Boivin à Veuve, Arthur Couture, Joe Rochette à Joe Chantal, Joe Rochette à Jacques Dion, Une hérédité, Aurélie Le Chasseur à Jacques Dion, Arthur Barbeau à Jules Couture, Une vente, Jules Couture à AP Padnaud, Une rétrocession. Tu sais, plein de transactions. Et la clé de ces transactions-là, c'est le numéro d'enregistrement. Enregistrement, numéro. Ce numéro-là, qui est chronologique, là, plus on a un petit numéro, plus c'est vieux, plus on a un gros numéro, plus c'est récent, ben, il va nous permettre d'aller chercher le document puis de le lire. Hein? Par exemple, là, je vais choisir une vraie vente. Là. Là, ici, mettons là, Arthur Couture à Veuve G. Tremblay. C'est Tremblay, c'est Chrysologue Tremblay, ce gars-là. Avez-vous déjà vu son nom dans le cimetière de la paroisse? Chrysologue Tremblay? Il habitait dans ce coin-là. Ça vous dit quelque chose, quelqu'un? Il est mort, ça fait longtemps. Ouais. Ici, là? Je ne le vois pas. Ah oui, ici, là. B. Paul A. A.P. On va aller le voir. Je crois que c'est Jean-Baptiste Paul, le grand-père de Denis. D'accord? On va aller lire ce document-là. Vente d'une partie du terrain le 24 août 1918, 165, 138. On va aller le consulter. Vous êtes prêts? L'acte? Là, je vous avertis, en 1918, il va être écrit en main. Non. Je suis encore dans la circonscription de Québec. Il me laisse là. Oui, parce qu'en fait, on enregistre à Québec pour tous les cadastres de la région de Québec. Alors, 165, 138. Je vais voir dans le registre B ici, là. Soumettre, oui. Une pièce. Là, on va trouver le document. Document seulement. Je vais le descendre où il commence. Il commence ici. 165, 138. Je vais le remonter un peu pour qu'on puisse un peu le lire. Est-ce que vous le voyez pas pire? On va le lire. L'an 1912. On a dit 18 tantôt, hein? Des fois, il y a un délai entre la rédaction et l'enregistrement. Oui, c'est ça. On le voit dans la marge, là. Je ne le retenterai pas pour vous étourdir, là, surtout pour les gens à distance, mais il y a un délai. Alors, l'an 1912, le 13e jour du mois, il faut que je m'attende un peu plus, de janvier. Devant moi, Cyril Renaud, notaire, résident de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Jeune-Lorette, sous-signé, a comparé M. Jean-Baptiste Paul, ci-devant de Saint-Ambroise, commis sur les trains. Voilà. Maintenant, à Sandy Bay, qui a vendu avec toutes les garanties ordinaires de droit contre les troubles d'hypothèque à M. Arthur Pierre Patnaud, présent acceptant l'immeuble suivant. Savoir, 2 points. Là, on le décrit. On décrit l'immeuble, pas la bâtisse, le terrain, les mesures, les voisins, l'enlignement. Non, ça, tu sais. Puis là, ben là, toi, quand tu fais des recherches, tu te fais un petit schéma, là, tu te fais un petit dessin. 912, tac, qui est les voisins, etc. Là, tu prends tout ça en note, bien sûr, pour essayer de comprendre l'affaire. Alors, savoir, un emplacement situé dans la paroisse Saint-Ambroise-de-Jeune-Lorette, concession Grand Saint-Antoine. Donc, tu vois qu'on utilise encore le vieux vocabulaire du système seigneurial.
contenant 60 pieds de largeur sur la route de Pincourt. Okay? Sur 81 pieds de profondeur, sans garantie de mesure précise. C'est ça. Sans garantie de mesure précise. Quant à la profondeur, bornée, je vais descendre un peu là. Alors, je suis rendu à bornée. Pincourt, profondeur. Bornée devant au nord-est par la route Pincourt, au sud-ouest par une ruelle, du côté nord par l'emplacement de François Renault et au sud par celui de Joe Gignac, avec la maison dessus construite. Tac! Ça, c'est important. Quand il l'écrit, tu es content. Avec la maison dessus construite. Parce que des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est un terrain vide. Là, maison dessus construite, c'est un bon indice. Quand il dit ça, puis tu essaies de dater une maison, parce qu'eux autres, le registre foncier, puis les notaires, ils n'écrivent pas. La maison a été construite précisément, a été terminée le 26 septembre 1824. Ils n'écrivent pas. Des fois, on trouve, on est content, on saute de joie, mais souvent, on ne le sait pas. Fait qu'on prend tous les indices. D'accord? Alors, donc, avec la maison dessus construite et dépendance avec un S, donc il y a probablement des granges, quelque chose en arrière. Mesure anglaise, si on a parlé de pieds, parce qu'avant les pieds anglais, il y avait les pieds français. Des fois, il y a des documents dans lesquels on mentionne des pieds français. Par exemple, dans un document de 1733, les Jésuites mentionnent qu'ils ont construit un moulin à eau faisant farine près de la chute, qui fait 25 par 30, c'est ça? 25 par 40 pieds français. Un pied français, c'est un petit peu plus long qu'un pied anglais. Quand tu vas mesurer sur le terrain avec ton galon, tu dis, ça y est, j'ai trouvé une erreur. La mesure est mauvaise. Oui, c'est des pieds français. Ah, OK, correct. Mesure anglaise, pied anglais, là, comme nous, là, c'est un pied 7,5. D'accord? L'emplacement fait partie de la terre connue et désignée sur le numéro 654. Là, il écrit en lettres 654 du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de Nazareth, tel qu'il est actuellement et dont l'acquéreur se déclare content et satisfait pour l'avoir. On va continuer. Vu et visité. Vu et visité. Attends un peu, là, je me suis perdu. Bon, je suis touché. Cet immeuble, et là, ça, c'est important, appartient au vendeur, à Jean-Baptiste Paul, pour l'avoir acquis de Alexandre Saint-Amand. Vous en avez entendu parler dans la dernière année, je pense. D'Alexandre Saint-Amand, par acte devant le notaire sous-signé, Cyril Renault, le 18 février 1910. Cette vente est faite à la charge par l'acquéreur de payer les contributions publiques, réparation d'église, kit d'arrérage. Cette vente est entre autres faite pour prix et somme de 1000 piastres. Donc, là, on va finir l'affaire pour se gâter. Donc, 200 piastres payés, comptant et quittance d'autant. La balance de 800 piastres sera payable à Alexandre Saint-Amand d'ici le 18 février 1900 quelque chose, avec intérêt. Et c'est à 6 pardon, qui pareille somme est due 6 T'es stressé, là, présentement? Hein? Non, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, le 18 janvier, blablabla, l'acquéreur oblige de maintenir la police d'assurance en force sur les bâtisses, parce que là, le montant n'a pas tout été payé. Tu vas être capable d'en revenir pour récupérer tes sommes, même si le bâtiment passe au feu, tu vas être remboursé, tu vas être protégé. Donc, acte à Saint-Ambroise sur le numéro notarié 5231. Bon, ça, c'est une autre affaire. Les notaires aussi numérotent. Mais ce n'est pas le même numéro que le bureau d'enregistrement. Les notaires numérotent en ordre, de 1 à jusqu'à temps qu'ils arrivent au bout. Ben, au bout de leur carrière, tu sais. D'accord? Il y a des notaires qui numérotent. Là, le notaire Cyril Renault, ben, il avait numéroté.
Hein? Combien? 5231. Donc, c'était la 5231e minute de son greffe. D'accord? Donc, si tu vas aux Archives nationales, tu rouvres Cyril Renaud, tu te demandes, tu rouvres Cyril Renaud, tu vas voir cette minute-là, tu tombes sur le document. Tu peux lire l'original. Ça, c'est une copie qu'on lit. D'accord? Alors, donc, les parties ont signé avec moi, notaire, donc Jean-Baptiste Paul, P. Patnaud, Cyril Renaud, notaire public, copie de la minute. Notaire public, c'est fini là. Tac. D'accord? Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que l'acte notarié fait référence à un titre antérieur. Fait que le titre antérieur, ben, tu vas le chercher. Puis là, si tu veux sauver une pièce, puis que le greffe du notaire en question, il est numérisé par BANQ, tu vas le chercher dans BANQ plutôt que de continuer à le chercher dans le registre foncier. Hein? Il y en a qui sont numérisés. Quand tu arrives dans Jean-Baptiste Delage, lui est numérisé de 1860 à 1914. C'est 54 ans, je pense que c'est 16 000 minutes. 16 000 actes. C'est beaucoup. C'est énorme. Fait que là, ils sont par numéro. Fait que tu les cherches par numéro, tu les trouves. Puis là, il fait antérieur, antérieur, antérieur. Puis à un moment donné, de toute façon, tu as la limite de 1873. Quand la transaction a lieu avant 1873, tu es coincé. Tu ne peux plus le consulter dans le registre foncier. Là, tu pries qu'il soit disponible, numérisé en ligne. S'il n'est pas numérisé en ligne, peu importe où ça se trouve au Québec, tu peux écrire un courriel aux archives de la région, puis ils vont te le numériser, puis ils vont te l'envoyer. Ça va te coûter quelques dollars. D'accord? Moi, j'en ai commandé. Moi, j'ai une maison à Mauricie aussi. C'est Trois-Rivières. Puis il n'y avait pas beaucoup numérisé. C'est fou, là, par exemple, mais la pandémie a permis de numériser énormément de greffes de notaires. Post-pandémie, il y a des affaires numérisées qu'on n'avait pas avant la pandémie, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir ça en ligne facilement. Mais sinon, tu le commandes, puis il te l'envoie. Il te le numérise, puis il te l'envoie. Ça te coûte, c'est 3,25 de base, là, je pense, plus le montant de la numérisation, 50 cents, je ne sais pas quoi, là, puis par page. Puis là, tu numérises, tu envoies le document PDF, puis tu payes par carte de crédit au téléphone, c'est réglé. Vous avez une question? Ça, c'est l'acte suivant au bureau d'enregistrement. Mais oui, on pourrait le faire. Je peux même le faire avec vous si vous voulez. Là. Je vais vous le montrer. Là. Oui, Denis. Oui, le Patnaud d'enquête. Denis connaît l'histoire parce que c'est son grand-père, a priori. Oui. Donc, quelque part sur la rue Lessard, dans le lot 650, l'énorme lot 654, qui part de la rue Racine et qui se termine à rue Louis-IX. Oui, c'est ça. Donc, là, on est dans le gros lot avec plein de parties qui n'ont pas été numérotées encore. C'est pour ça qu'on est tombé par hasard sur un autre lot en question. C'est sûr que si on faisait sérieusement une chaîne de titres, là, on n'aurait pas bifurqué comme ça. Ouais, pas loin de l'université et tout ça. L'université Pépin, bien connue à Loretteville, bien sûr. Il y a une université à Loretteville. On le sait. Alors, je parlais à Zoom. Bien. Alors, je peux vous montrer là, comment on peut faire pour aller voir des notaires antérieurs ou même contemporains du registre foncier. Je vais juste aller ouvrir une autre fenêtre. Là, je tape BANQ notaire. Tac. Là, je vais tomber sur cette page-là. Je clique dessus. Ça, j'ai déjà fait un atelier là-dessus. Là. Je clique sur accéder. Et là, je vais taper le nom du notaire. On voyait un nom, c'était Réginald Meredith. On va voir s'il est numérisé. Ah, il ne me le trouve pas. Ah, je ne sais pas pourquoi. Mais si je tape, par exemple, Jean-Baptiste Delage,
Lui, je sais qu'il existe. Il est là, Jean-Baptiste Delage. Donc, il a été notaire de 1860 à 1914 et qui a à la fois un répertoire chronologique, donc de sa première minute à sa dernière, donc dans un répertoire, vente de Bob à Joe, tel numéro, tu sais. Il y a ça, le répertoire chronologique. Il y a les index de noms. Oups. Tu peux chercher dans l'index des noms. Tu peux chercher des noms de personnes, comme par exemple, là, si je clique ici, là, je vais aller chercher dans la base de données. Là, je m'intéresse à Marois, Marcoux, Martel, Pierre, Martel, Jean-Baptiste, ou Jean, François. Tu sais. Là, il y a des numéros à côté, c'est les numéros d'actes, les minutes du notaire. Puis, si je reviens, je peux aussi aller chercher dans les actes. Alors, le numéro d'acte est, mettons, le numéro. Ouais, c'est ça. La personne qui a passé. Hein? Bon, je commence le greffe du notaire Delage. 1, 2. C'est pas une pièce. Non, non, c'est ça. Ça, c'est tout gratuit, là, c'est merveilleux. Puis là, ben, tu tombes, là, j'y vais au hasard, là. Tu tombes sur une série d'actes. Puis là, tu peux aller lire l'original qui se retrouvait dans le greffe du notaire. Comme par exemple ici, c'est un au hasard. Là. C'est la minute 4601, le 14 septembre 1877. C'est un testament. Oh! De Louis Linteau. Alors là, en 1900, blablabla. Puis là, ça affecte pas nécessairement, comme on a dit tout à l'heure, la propriété d'un immeuble. Ça va? Vous comprenez? Ça, ce n'est pas le registre des immeubles. C'est un greffe de notaire. On trouve plein d'affaires là-dedans, autres que des affaires qui affectent un immeuble. Ils ne sont pas tous numérisés comme celui-là. Je vais vous donner un exemple d'un, ça m'achale, qui n'est pas numérisé, qui a juste, regardez bien, qui est un peu antérieur à Jean-Baptiste Delage. J'ai comme hâte qu'il numérise. C'est le greffe de Dominique Lefrançois. 1810 à 1860. Tu comprends que Delage a comme continué, là? Hein? C'est le même territoire. Lui, il a juste un répertoire chronologique. Ici, qui a 28 pages de répertoire chronologique. Il n'y a pas les actes numérisés. Fait que dans Dominique Lefrançois, quand tu as une référence au titre antérieur dans Dominique Lefrançois, ben là, tu es déçu comme chercheur parce que tu vas être obligé de commander l'acte chez BANQ, Québec. Ils vont te l'envoyer, mais il y a un délai, là. Tu sais, ils ne te l'envoient pas. Toi, tu aurais le goût de le lire tout de suite, là, de l'avoir maintenant, mais tu ne peux pas. Eux autres, ils accusent réception. Oui, on va le numériser. Quand ça va être prêt, on va vous appeler. Monsieur, c'est prêt. Pouvez-vous procéder au paiement? Oui, mon numéro de carte de crédit, c'est le. Bon. Puis là, après ça, ils te l'envoient en PDF. D'accord? Là, quand tu leur reçois, tu es content. D'accord? Alors, c'est ça. Mais c'est déjà beau qu'il y ait le répertoire chronologique. C'est comme une étape. C'est ça. Sinon, tu peux aller le consulter sur place aussi, aux Archives nationales. Au CASO, à l'Université Laval. Pour la région de Québec, ils l'étaient, ils ne sont plus. Mais alors, BANQ ont été en grève pendant une semaine. C'est vrai, j'attendais de quoi durant cette semaine-là? Je ne l'ai pas eu à cause de ça, mais en tout cas, je l'ai eu par la suite. Mais là, ils sont de retour au travail. Oui. Un préposé à l'entrée. Oui, alors le préposé à l'entrée, tu vas faire la commande du document que tu veux. Si tu n'es pas trop certain, ils vont t'aider. Puis ils vont te trouver le bon document. Ils vont t'envoyer à la bonne place, dépendant de ce dont tu as besoin. Ils vont te l'apporter. Ils vont te dire c'est sur microfilm. Il y a encore ça qui existe, là. Fait qu'ils te donnent la bobine, là, tu te pognes la bobine dans la machine, puis tu peux consulter comme ça. Il y a plein de possibilités. Honnêtement, moi, personnellement, dans ma vie là, de chercheur, je ne vais plus là. Je commande tout en ligne. Ça me sauve du temps. C'est plus efficace, je l'ai en PDF, puis je peux le consulter. Alors, donc, dès qu'il y a une référence, même si c'est enregistré au Bureau d'enregistrement de Québec, à un greffe de notaire
qui est numérisé, mais là, tu peux te sortir du registre foncier puis de la pièce pour aller consulter. Puis là, un coup que tu as la référence, ben là, tu vas la lire puis tout ça. Puis là, ben là, si tu es perspicace puis tu cherches, ben, tu vas chercher dans l'index alphabétique. Ben, tu vas dire, ben là, mon Ouellet, par exemple, lui, qu'est-ce qu'il a fait, mon Ouellet, autre que de posséder tel terrain? Ben là, tu vas chercher sur ton Ouellet dans l'index avec les autres numéros. Puis là, ça va t'amener à trouver plein de nouvelles affaires. Des heures de plaisir, c'est ça. Alors, moi, ce que je voulais ce soir, c'est vraiment, vraiment que vous compreniez le principe. Tu sais, j'ai fait plein de petits gestes là, qui ne sont pas toujours évidents. Comme a dit Hugo tout à l'heure, une des choses qu'on peut faire aussi, c'est downloader la carte du cadastre. Là, ça, c'est faisable aussi. Là. Puis l'enregistrer. Puis là, on a tous les numéros de l'eau sur une carte qu'on peut grossir puis rapetisser en PDF à l'écran. Donc là, si tu as une idée à peu près de ça se situe à peu près là, tu as la carte du cadastre, tu reconnais un peu le territoire, ben, tu peux manœuvrer là-dedans puis chercher quelques numéros de l'eau puis trouver ce que tu cherchais. Moi, à un moment donné, je vais prendre les questions dans un instant. Je m'étais amusé à chercher sur des lots qui avaient des formes étranges. D'accord? Hugo, ça te fait rire? C'est le genre d'affaires que tu fais toi aussi, je le sais. Mettons que tu as un lot, là. Tu sais, le territoire, là, il n'est pas droit, à angle droit avec un écart, pareil comme tu l'as appris dans ton cours d'histoire seigneuriale à l'école primaire. Tu sais, des terres droites et étroites avec la même largeur. S'il y a une constante dans le régime seigneurial, c'est qu'il n'y a pas de constante. La constante, c'est qu'il n'y a pas de constante. Fait que des fois, les terres sont de même. Fait qu'au bout de ça, ça fait une forme bizarre. Ces formes bizarres-là, ben, moi, m'intéressent. Ou les formes qui sont restées grosses. Les gros, gros lots. Le lot 673 dont je t'ai parlé tantôt. Ben, lui, il est super intéressant parce que le monde qui va le posséder, il est super intéressant. Sont super intéressants comme personnage. Je vais prendre 3 questions. Il y a 3 mains qui se sont levées. Monsieur Verrette, d'abord derrière. Je vais répéter après pour les gens à l'écran. Ouais. Euh, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est arpenté beaucoup plus efficacement. La question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des terres où on fait mention qu'on ne garantit pas les mesures? Hein? Des fois, là, je ne me souviens pas comment c'est écrit exactement, mais des fois, c'est plus ou moins, sans garantie de mesure exacte. La profondeur, puis là, on nomme un lieu physique jusqu'à la rivière ou jusqu'à la frontière de la seigneurie de Grondines. Tu sais? Ah, tu sais? Fait que là, ça donne où? Évidemment, aujourd'hui, on peut clairement arpenter ça précisément avec les outils qu'on a, mais il faut se ramener à une époque où on a commencé à arpenter dès le régime français. On a chaîné les terres, c'est ça qu'on faisait, là, avec un rouleau de chaîne, puis on cassait de la poterie, là, de la vaisselle, sur le coin de la propriété. Puis là, ça devenait la borne, puis on chaînait avec le bon angle par rapport au nord, sud, est, ouest. Puis un coup qu'on avait parti un correct, on alignait les autres après, avec le même angle, la même profondeur, puis tout. Là. Fait que c'est pas le Pérou, là. Hein, il y a des mesures. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, là, je pense. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus précis, là. Oui, c'est ça. Donc, le chaînage, on faisait ça avec des chaînes là, physiquement qui étaient prémesurées là, pour pouvoir établir la profondeur d'une. C'était surtout les profondeurs là, qui étaient plus vagues. Là. Je pense, par exemple, au terrain sur Saint-Jacques, dans le sud, au sud de John et Parent. Là. Ben, la profondeur, c'est la rivière, mais la rivière est courbe. Fait que, ils n'ont pas toutes la même profondeur. Fait que c'est pour ça que c'est plus ou moins. La superficie reste plus ou moins aussi, là, bien sûr. Il y avait une question ici? Oui.
Il y a plusieurs cartes qui sont disponibles. Pour le registre foncier, pour le cadastre, là, dans Loretteville, il y a le cadastre de toute la paroisse qui date de 1873, sur lequel il y a des modifications sur le plan original. Il y a comme des corrections. Donc, ils ont comme des numéros, des notes de bas de page, là, en ligne, sur le site du Registre foncier du Québec. On a ça, là, PDF. Nous, on pourrait même l'envoyer, là, si vous souhaitez en avoir une copie. Ils vont vous l'envoyer. Puis sinon, on peut le trouver papier, mais le papier, dérouler ça, puis consulter ça papier aujourd'hui, c'est un embarras un peu là, de faire ça, mais. Je comprends. Donc, des trucs bizarres. Mais tu sais, on rappelle qu'en 1873, on prend une photo de la réalité du territoire, puis là, la carte est construite avec ça. Puis là, dans Loretteville, on va le rénover en 1951. Puis là, aujourd'hui, ben, les villes ont des cartes à jour, là. Oui, c'est ça. Sinon, il y a d'autres cartes qui peuvent nous aider aussi, là. Si je parle dans Loretteville ici, il y a une carte, un plan d'assurance de 1954, il y a un plan d'assurance de 1917, il y a un plan d'assurance de 1898 où on voit les rues principales là, sur le terrain. Sinon, il y a des cartes aériennes, des photos aériennes, la photo de 1948, entre autres. Il y a une photo aérienne de 1936 qui peuvent nous aider. Fait que, tu sais, à travers tout ça, l'idée, c'est vraiment de recouper les sources. Fait que quand on a un terrain comme celui qui appartenait à Jean-Baptiste Paul, puis que là, on a Denis Paul, son petit-fils, dans la salle, bien, ce soir, il peut nous dire, ben oui, il était locataire, il habitait là, non, il peut, tu sais, c'est comme une deuxième source. Puis là, si on voulait confirmer d'autres choses, ben, on confirmerait avec une carte de 1917 pour voir la maison, une carte de 1954, ou, tu sais, X, Y, Z. L'idée, ben, les locataires, c'est compliqué parce que les locataires ne s'inscrivent pas dans le registre foncier. De temps en temps, tu vas avoir un bail de location dans des greffes de notaire. Notamment dans le greffe de notaire du notaire Paul Picard. Paul Picard, qui était notaire au Village-Juron, à peu près dans les mêmes années, à partir de 1870, si je me souviens bien. Sa date de fin, je ne me souviens pas précisément. C'est quelqu'un qui le sait. Autour de 1900, là, plus ou moins. Ben lui, il notariait des contrats de location, parfois. Il y en a un, entre autres, contrat de location, dans le greffe de Paul Picard, qui fait un bail de la maison de la famille Saint-Amand. Donc, ou l'ancien Irving sur la racine qui a été démoli l'été dernier, entre autres. Je me souviens de l'avoir lu. Mais sinon, les locataires sont en déroute. Oui. Oui. Exact. Donc, on parle ici de l'annuaire Marcotte. Donc, c'est un document qu'on trouve en ligne sur BONQ qui permet de localiser l'adresse de quelqu'un, puis on donne son métier. On va retrouver du monde de Loretteville à partir de 1889 de mémoire dans l'annuaire Marcotte. Oui, c'est ça. À Montréal, c'est l'annuaire Lovell. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà consulté ça à Montréal. C'est le même principe où on donne l'adresse puis le métier du résident. Fait que, tu sais, le registre foncier, te promener dans une rue, écouter les gens qui te racontent des histoires, lire l'acte notarié, consulter un plan, consulter un annuaire, tout ça mis ensemble, au bout de l'affaire, tu réussis à trouver un peu d'informations quand même, à te débrouiller. Il y avait une autre question ici de Mme Savard et Mme Trudel à l'arrière. Ouais.
Donc, on mentionne ici une question d'une dame, Mme Savard, qui travaillait sur la Côte-Nord. Puis, à la rénovation cadastrale au début du 21e siècle, il y a des gens qui s'étaient comme rendus compte finalement qu'ils avaient perdu trace de leur propriété de terrain. Alors, c'est sûr que là, il y a plein d'explications possibles, là, mais qui sont toutes essentiellement dommages, là, certainement. Mais comme les derniers, là, qui avaient encore des droits sur le navire. OK, ben ça, il affichait ça à la porte d'église. Les arpenteurs, ils mettaient ça à la porte d'église. Là, vous avez 2 mois pour vous mettre. Ouais, sans doute, là. Peut-être. Oui. Ben, c'est dans l'eau 673. Il faut juste trouver la bonne. Il faut juste trouver la bonne correspondance du numéro avec le numéro de l'eau actuel. Vous allez pouvoir reculer, puis comme on a fait tantôt. Hein, l'adresse, le numéro actuel, correspondance au lot antérieur. Là, ils vont vous sortir un numéro le lendemain, 673 Des fois, il y a des lettres aussi. Là. Au début, les premières, c'est A, A1, A2. Là, vous allez la trouver. Oui, c'est ça, là. C'est la famille de Joseph-Alexis Verrette, là. En tout cas, une longue histoire. Il y avait Francine, puis après ça, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que ça peut donner comme résultat final. Francine, Trudel à l'arrière. Ben, qu'est-ce qu'on fait? La question de Francine à l'arrière, c'est qu'est-ce qu'on fait avec une information antérieure à 1873 puis qu'on veut se partir? Tu sais, des fois, il y a le chemin inverse aussi. Partir d'un plan de 1709 puis essayer de remonter vers aujourd'hui. Bon, là, c'est plus problématique. Puis là, il faut y aller plus dans le mode de la déduction, des preuves circonstancielles, on va dire ça comme ça, puis du tournage autour, là. Tu sais, par exemple, ma recherche sur la dite maison à Mauricie, à un moment donné, j'étais coincé. Ça n'allait pas antérieurement. Puis je savais qu'il y avait comme une liste de notaires qui avaient travaillé sur ce territoire-là de telle année à telle année ou à peu près. Alors j'ai dit, je vais me libérer de la pression en allant valider que ça ne se retrouve pas dans un tel, ça ne se retrouve pas dans un tel, ça ne se retrouve pas dans un tel, avec les index de nom de personne. Tu sais, il faut tout que tu passes ça, là. Tu cherches par nom de personne, tu tournes autour, des preuves circonstancielles, là, tu sais, puis là, t'espères tomber à un moment donné sur le bon. Tu sais, tantôt, quand je t'ai dit, dans la pandémie, ils ont numérisé, ben celui que je cherchais, ils ont numérisé dans la pandémie, puis j'ai débloqué à ce moment-là. Tu sais? Puis j'ai débloqué précisément en lien avec la lecture d'une thèse de maîtrise sur les constructeurs de maisons dans ce secteur-là que j'ai lu en ligne sur PDF, puis tu peux faire chercher sur PDF. J'ai trouvé une note de bas de page qui faisait référence à un acte notarié du 10 notaires qui ont numérisé dans la pandémie. Et ça m'a ouvert pour à peu près 30 ans de plus pour ma recherche du dit immeuble. Tu sais, puis on a tourné autour, là, ma conjointe était là-dedans, là, mais plusieurs mois, quelques années en disant on est bloqué, on est bloqué, on est bloqué.
Une sous-question, Francine Trudel. Après, on va aller à M. Martel. Oui. Oui, Francine fait référence à une autre base de données qui s'appelle Parchemin, dans laquelle tu peux chercher des références à des actes notariés par nom de personne, mais qui est limité dans le temps. Je ne sais pas c'est quoi les périodes, là, mais c'est dans Nouvelle-France. Peut-être un peu après, mais on ne se rend pas en 1800, je pense. Pas loin, en tout cas. Fait que, si tu cherches Nicolas Ledoux du Latreille, ben, tu vas trouver tous les actes notariés référencé à ce nom-là par notaire. Fait que le notaire François Genat, puis il a concédé une terre le 15 mars 1698. Là, tu peux aller consulter le greffe du notaire. Fait que c'est un outil de plus. Exact. Fait que là, toi, tu veux le texte, parce que dans le texte, ça fait référence antérieurement, généralement. C'est une job de détective, là. Des fois, c'est facile. D'accord? Souvent, ça ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple de facile. Quand j'ai cherché sur le vieux collège de Loretteville, en face de la pharmacie Martel, je me suis dit, donc le couvent des frères, là, le collège des frères, c'est ça, Saint-Félix, Saint-Joseph, là, etc., là, ça, cette bâtisse-là. Je me suis dit, on écrit partout que les sœurs ont été propriétaires de ce terrain-là, de la bâtisse, de la vieille bâtisse avant. Je dis, je vais le chercher dans le registre foncier. Il m'a trouvé quand est-ce que les sœurs étaient propriétaires. Les sœurs n'étaient pas propriétaires. C'était la fabrique qui était propriétaire de ce lot-là. Il n'y a eu aucune transaction sur le lot du collège de Loretteville. C'est facile parce que ça appartenait au presbytère, à la fabrique. Je n'ai jamais eu réponse à ma question. Parce que je n'ai pas trouvé de document. Fait que là, j'ai été bloqué en partant. Même affaire, je m'étais dit, je vais faire la recherche sur le lot d'église, mais il n'y a pas de transaction. Ah. Il y a 2-3 servitudes, là. On va passer un tuyau ou je ne sais pas quoi, là. Ou un Hydro-Québec, ou une vue par une fenêtre, je ne sais pas quoi, là. Fait qu'il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas. On ne vend pas le terrain. T'sais? La fabrique n'a rien vendu. Oui, c'est ça. Ouais, lui a vendu, mais au moment où la fabrique est devenue propriétaire, la fabrique est restée propriétaire sans jamais perdre ce type de propriété-là. Depuis 225, 30 ans aujourd'hui. Depuis la donation ou la vente de Bergevin d'Ilangevin. Je ne me souviens pas, là, mais. Alors, il y avait une autre question ici d'Alfred Martel. Pourquoi le registre foncier commence-t-il en 1873 et pas avant? Essentiellement, je pense que c'est en lien avec un moment très important dans notre histoire. C'est l'abolition du régime seigneurial par une loi du Parlement du Canada uni de décembre 1854. En janvier 1855, on crée les municipalités. Et quand on crée les municipalités veulent avoir un regard clair, un inventaire des biens fonciers dans leur institution municipale. Alors, le temps d'organiser ça, prendre la photo aérienne, que j'ai décrite tantôt, ça prend presque 20 ans avant de réaliser ça. Donc, c'est là que le cadastre est créé. Il y a un complément de Vincent Savard. Voilà. Donc, c'est ça, on ne publiait pas les titres avant, je crois que c'est 1866, le Code civil du Bas-Canada. Donc, le Code civil a été rénové, là, inspiré du Code de Napoléon, ça fait une longue histoire. Mais en 1866, de mémoire,
puis on aurait déterminé cette tâche-là en créant. C'est ça. Donc, on rendait public les données qu'on enregistre dans le registre foncier du Québec, mais au bureau d'enregistrement de Québec, ce qui permet qu'on le consulte. Ça nous coûte 1$ à chaque document, mais c'est public, je le rappelle. Hein? On peut aller voir tout le monde, combien tout le monde a payé sa maison, puis combien tout le monde a emprunté, puis combien tout le monde a réemprunté, puis combien on vend, puis tout ça. C'est public. Il faut payer 1$ à chaque fois, mais il faut bien payer sa curiosité un brin. D'accord? Il y avait Bernard Poirier qui avait une question aussi. Ah ouais. Donc, Bernard Poirier dit ici pour les gens à la maison là, que les curés vendaient la possession du terrain de l'église du presbytère, cimetière, au curé suivant. Donc, c'était avant 1860. Ah ouais. Ça, c'est curieux. Je n'ai pas de réponse à ce commentaire-là. Ouais. Donc, il y a des petits ajustements, mais rien de majeur là, pour la fabrique. Ouais. C'est lui qui avait donné le terrain du collège, qui va donner le terrain du collège. Je vais vous donner un exemple de souci que j'ai rencontré, où j'ai bloqué, puis j'ai à peu près pas de piste pour m'en sortir. Coin Cook et Verrette. D'accord? Il y avait la vieille maison, là, du côté de Neuchâtel Nord, côté nord-ouest. D'accord? Cette maison-là a été élevée il y a quelques années, là, puis elle a été assise sur pas cimetière, un solage moderne. Il est tard. Partez-moi pas là-dessus. Oui, oui, elle a été vendue récemment. Là. J'ai fait la chaîne de titre de cette maison-là parce qu'une des premières fois qu'elle a été à vendre, j'ai eu le goût de l'acheter, mais en même temps, les pieds dedans étaient déjà vendus. Mais en même temps, l'agent d'immeuble vendait les objets de la maison. Fait que j'ai acheté quelques objets de la dite maison qui sont chez nous aujourd'hui. C'était 2 frères célibataires qui habitaient là. Shaw. Doxworth, c'était leur oncle. Oui. Ah oui, 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 je me souviens, vous avez déjà dit ça. Enfin, j'ai fait de la chaîne de titre de cette maison-là parce que je la trouvais quelques-uns. Oui, je le sais. C'est une maison exceptionnelle parce qu'il n'y avait pas d'électricité au deuxième. C'était une maison, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'eau courante. Ils ont rajouté ça éventuellement en arrière. C'est une maison, là, tu rentrais là-dedans, tu étais en 1800. D'accord? Ou à peu près. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que cette maison-là, j'ai fait la chaîne de titres, de mémoire, là, elle arrête en 1825. Et dans l'acte de 1825, le notaire écrit selon le vendeur était propriétaire selon de bons titres. Fait que là, tu es comme bloqué. T'sais. Fait que là, ta seule solution, c'est de partir de l'autre sens, de plus vieux pour arriver au début du 19e. Puis là tu as beaucoup. Tu n'es pas dans le bon sens de l'entonnoir. Tu sais? Tu es dans l'entonnoir à l'envers, ben là, ça te coûte pas cher parce que, en tout cas, tu essaies de trouver des informations seigneuriales, mais tu sais, dans les seigneuries,
Des fois, tu as des listes d'habitants, mais tu sais, c'est pas tout à précis dans le temps où tu voudrais. Fait que tu tournes autour, puis tout ça. En tout cas, ça, c'est un problème. J'arrête. Je le sais que la maison est probablement plus vieille, mais je suis bloqué là. Une question ici. La Ville de Québec, on me demande ici, est-ce que la Ville de Québec a daté cette maison-là? La Ville de Québec, la Ville de Québec ne le sait pas. La Ville de Québec, il va au hasard. Puis j'ai encore parlé cette semaine, en fait, à quelqu'un de la Ville de Québec, et vous allez être heureux d'entendre ce que je vais vous dire. Ils m'ont avoué que le territoire de la Haute-Saint-Charles est très, très peu documenté. Oui, le Vieux-Loretteville, oui, Château-d'Eau, c'est bien documenté, mais le reste, c'est immense, n'est presque pas documenté. Et là, ils m'ont demandé de l'aide à la Société d'histoire pour 40 maisons dans le secteur Saint-Claude, Neuchâtel à partir de Cook, si on veut, là, vers Henri IV. Donc, il y a 40 maisons, ou à peu près, là, qui veulent identifier. Dans ces maisons-là, il y a la maison dont je vous ai parlé, là, que je suis bloqué, entre autres, et quelques autres, là, sur Saint-Claude, entre autres, là, des vieilles maisons que je vais chercher là, pour eux. Puis, ben, autant que faire se peut, je vais tenter de les dater le plus précisément possible. Et l'information qu'on va finalement retrouver sur le site de la Ville de Québec devrait, pourra se rapprocher d'une information plus juste que le. Parce que moi, j'habite à Rue-Verrette, là, toutes les vieilles maisons de la Rue-Verrette, puis toutes les maisons de la Rue-Racine en arrière, là, 1900. Ils ont toutes été construites en 1900. La Ville de Québec avait tout écrit ça. Non, ils mettent 1900, ils mettent à peu près. Ils ne savent pas. Ah ouais. C'est ça. Fait que là, c'est là que tu vérifies avec les cartes anciennes. Alors, M. Savard, vous avez une question aussi? Oui. Il y avait un terrier. Oui. Exact. Oui, alors Vincent Savard demande qu'est-ce qu'on faisait à l'époque des seigneuries, comment est-ce que les seigneurs compilaient en fait les sommes que les censitaires leur devaient, puis comment le seigneur faisait pour savoir qui était propriétaire de quel terrain dans la seigneurie. Alors, il y avait deux documents, trois documents. Il y avait probablement un document qu'on appelle un aveu et dénombrement. Dans la seigneurie Saint-Gabriel où on se trouve, il y en a eu deux aveux et dénombrements, en 1733 et en 1781. Ça, on fait une liste des propriétés et des propriétaires par côte, par rang. Puis on les nomme un après l'autre, puis généralement, on dit Jean-Baptiste Duchesneau, il est propriétaire en 1733. Il y a tant d'arpents prairies, tant d'arpents défrichés, une cabane, une maison, une grange, une étable, deux coqs, et il paye annuellement 5 sols de sens et 2 chapons vifs. D'accord? On va déterminer ça comme ça. Puis là, on passe les terres une après l'autre. On le fait une deuxième fois en 1781, après la conquête, après l'abolition de l'ordre des Jésuites. Les Anglais étaient bien intéressés de savoir qui c'est qui habitait où, puis combien ça rapportait. D'accord? Ils l'ont su, puis ils se sont appropriés la seigneurie d'ailleurs. Deuxième type de document, le censier. Le censier, ça le dit le mot sens, hein? C'est la richesse des gens. Donc, c'est le document dans lequel les seigneurs notaient Jean-Baptiste Duchesneau, quitte 1742, quitte 1743. Donc, il a payé, on note ce que les censitaires payent. Nous doit les 7 dernières années, etc. Toutes sortes de notes comme ça sur une feuille par l'eau qui est écrite par les censitaires. Ben là, ici, pour nous, c'est les Jésuites.
qui sont toutes, ces feuilles-là, écrites par plein de personnes différentes, sur plusieurs décennies différentes, avec des annotations, des bifures, des notes. C'est un vrai fouillis, d'accord, essentiellement. Ça, c'est le censier. Puis troisièmement, le terrier, c'est une mesure à un moment précis de qui habite où dans la seigneurie. D'accord? Il va en avoir quelques-uns à travers le temps. Dans la seigneurie Saint-Gabriel, là, je n'ai pas les dates par cœur, mais il y en a un dans les années 20, 1820 de mémoire, où là, des fois même, on va faire qu'est-ce qu'on appelle un nouveau titre de possession du lot. On appelle ça un titre nouvelle. Donc, on fait comme reconfirmer qu'un tel est propriétaire du lot, du terrain, de la censive, c'est comme ça qu'on devrait le dire, dans la seigneurie. Ça, c'est par rang ou par nom de personne. Oui, Longue-Queue, Lornière, Saint-Jacques, Pincourt, tous ces territoires-là. Sainte-Geneviève, dans l'ancienne Lorette aussi, parce que l'ancienne Lorette. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça va changer de nom, on va appeler ça les deux Lorettes, Saint-Ambroise, tu sais. C'est super confus. Ça, c'est tout accessible, ça, ces documents-là, sur BANQ, ad vitam. Donc, ce qu'on appelait Pistar autrefois, là. Mais le moteur de recherche dans les archives, c'est tout accessible. Mais des fois, il y a des documents, je pense à un en particulier qui a 600 pages, avec un index douteux. D'accord? Je vais te montrer, juste en terminant, une dernière question, puis après ça, je vais te montrer comment j'organise les informations par la suite. Allez-y, M. Martel. Ben, comment peut-on trouver le lieu de résidence d'un arrière-grand-père? Par une information orale, par un indice. Je vous ai raconté tantôt l'histoire de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Puis des fois, ben, tu sais, moi, je sais que mon arrière-arrière-grand-père a fondé la Nouvelle-Belgique au Québec. La petite nation au nord de Gatineau, là. La ville de Namur au Québec. Vous connaissez ça, Namur au Québec? Bon, mon arrière-arrière-grand-père, Jean Steau, est un immigrant belge. Il s'est marié avec Odile Lamoise, qui était une immigrante française. Ils sont allés fonder Namur. Mon arrière-grand-mère est née là en 1879. Là, je demandais des cousins éloignés que j'ai réussi à trouver à gauche à droite. C'était où qu'ils habitaient? Ah, il habitait à peu près à croisée de telle route à peu près là. J'aurais dû prendre la maison en photo, je ne l'ai jamais prise, ça a été démoli depuis. Puis là, toi, tu cherches dans le cadastre, tu dépenses des piastres, à essayer de trouver. Celle-là, je ne l'ai jamais trouvée, je dois avouer. Mais ben, il y a les documents que j'ai évoqués qui existent, peuvent donner un indice. Sinon, quand on sait à peu près, ça donne une bonne idée, puis on peut chercher dans le registre foncier. Si on cherche dans le registre foncier, mettons en 1875, puis qui était propriétaire depuis 40 ans, ben on, ça nous donne le 19e siècle là, en bonne partie. Mais tu sais, c'est tout le temps aléatoire un peu, puis on y va comme on peut. Là. Oui. On me demande l'annuaire Marcotte, c'est à partir de quelle année? Vers 1860 peut-être, à peu près. Tout ça est tout en ligne aussi sur BANQ. Oui, à peu près l'annuaire Marcotte. Oui, on peut reculer. Alors là, je vais aller vous montrer comment j'organise l'information. Attendez un petit peu. J'ai ici là, une fiche, moi je fonctionne sur Excel. Donc, on a ici la chronologie du bâtiment et du lot. J'avais fait de la recherche pour la chapelle anglicane près de l'aréna de Loretteville. Donc, la chapelle anglicane Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est la chapelle orthodoxe roumaine. Là. Elle a été revendue depuis. Là. Donc, je n'ai pas mis ça à jour, là, mais donc, ça fait quelques années. Donc, vous avez le numéro de lot actuel. Là, vous voyez ici, en parenthèse, j'ai l'ancien lot, 673-34 et 35. Cadastre de Québec, la superficie d'aujourd'hui.
Alors, en mètres carrés, là, évidemment, ça ne nous dit rien, nous autres, aujourd'hui. On parle en pieds carrés dans nos vies, mais qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Alors là, du haut, donc là, aujourd'hui, il n'est plus bon, là, tu comprends? Du 12 novembre 2008, ça avait été acquis par Québec Inc., France Lemay, donc qui était la sœur de Linda Lemay, soit dit en passant, là, qui avait acheté pour faire un. Il voulait faire un café chantant. Là. Donc, du 10 janvier 1919 au 12 novembre 2008, c'était The Church Society of the Diocese of Québec et représenté par Robert Campbell. Puis, il y a tous les propriétaires comme ça que j'indiquais dans ma fiche de propriété de telle année à telle année. Là, je donnais l'information plus précise là, si je me tasse. Donc, vous avez la profession, le nom du notaire, puis lorsque c'était enregistré, le numéro d'enregistrement de la transaction. Fait que ça permettait là, de pouvoir aller pouvoir synthétiser l'information dans une fiche comme ça. Puis j'avais arrêté là, en 1877. Là. Pour moi, c'était assez, à ce moment-là, l'information dont j'avais besoin. Donc, j'avais sur un fichier Excel toute l'information synthétisée. À un moment donné, ça se sépare. Tiret 34, tiret 35, tu sais. C'est ça l'affaire. Puis là, ça devient 672 aussi. Ouais, c'est ça, 672. Ouais, c'est ça. Ça, c'était juste. Au début, c'était juste l'église, je pense. Ça ne contenait pas l'école. Parce qu'il y avait l'école en arrière. Mais c'est un exemple, là. Ça, c'est un formulaire qui avait été fourni par le ministère de la Culture. Là. Un de mes amis qui travaille au ministère de la Culture m'avait envoyé ça. J'avais utilisé ce formulaire-là. Donc, ça synthétise l'information. Donc, ça, c'est une chaîne de titres. Tu sais. C'est qui est propriétaire, puis tu es capable de retourner aussi facilement que tu veux là, aller chercher l'information. Ouais, Élisabeth Bacon, elle, c'est la femme de Joseph-Alexis Verrette. Puis eux autres, ça, c'est la famille Verrette. Là. Ça, c'est les grands-parents de Pete Verrette, puis entre autres. Là. La rue Saint-Amand, c'est eux autres. Les Verrettes de la rue Saint-Amand. Si vous cherchez sur la rue Saint-Amand, vous allez trouver ces Verrettes-là, c'est sûr. Ils étaient propriétaires de ce lot-là. Clairement. En vous remerciant de votre écoute, je ne pensais pas qu'on aurait de l'intérêt des questions comme ça avec un truc très technique comme ce soir. Vous m'envoyez réjoui. C'est sûr, là, je vous le dis là, en terminant, là, c'est pas facile le registre foncier au début. OK? C'est pas très, très, très user-friendly. D'accord? Quand on vient qu'on sait, là, on va chercher finement ce qu'on cherche. T'sais, on ne dépense pas 28 pièces. Moi, j'y vais régulièrement sur le registre foncier, mettons, 2 fois par semaine. Des fois, c'est pour aller chercher juste un acte. T'sais, je vais dans l'index des immeubles, je cible l'acte, le numéro de l'acte, je vais le chercher, puis je l'utilise pour ce dont j'ai besoin. T'sais. Oui, on est enregistré, vous allez pouvoir me réécouter. Sur YouTube, éternellement. Oui. Tant que YouTube existera, que les Chinois n'en prendront pas possession. Alors, je vous invite. Il nous reste 2 mercredis d'histoire. Donc, en avril, et le thème sera l'aqueduc, le tuyau d'aqueduc de 1854. On va décortiquer le tuyau d'aqueduc. On n'ira pas dedans, l'aqueduc. Mais donc, la question de l'aqueduc de 1854. Et au mois de mai, oui, on va y arriver, ce sera sur les pionniers de Val-Bélair. Alors, donc, encore beaucoup d'intérêt. Puis, je vous invite à nous donner un petit coup de main pour plier les chaises. Le meilleur truc pour les plier, c'est de se mettre le pied en dessous comme ça, puis de remonter comme ça. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.